C'est bon là? Ouais. Allô, allô, bonjour. Oui, pourrait-on avoir un quatrième micro, s'il vous plaît? Non, d'accord, pas de souci. J'ai ton texto, il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin pour une conférence sur l'IA. On a un petit souci en régie qu'on va régler rapidement. Ah, on a un double problème alors. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez mieux? Non, toujours pas. Bon, je vais essayer. Non plus. Bon, c'est général. Essai. Canal 2. Ouais. Ok. Bonjour à tous, vous nous entendez? Non. Alors sur vos appareils, c'est canal 2. Mais normalement, ça devrait... Sinon, on va parler fort. Ah, t'es ouf. Non, j'ai fait hier, ça marche très bien. C'est canal 2? C'est canal 2. Pas de souci. Ça marche pas avec ça, du coup, on dirait slide suivante et puis c'est moi qui. Messieurs, dames, bonjour. Merci de basculer sur le canal 3 à l'aide du bouton qui se trouve à gauche de l'écran de votre petit récepteur. Canal 3? Ok, canal 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Alors apparemment le son n'est pas très élevé. Voilà. Ah, ça y est. Parfait, très bien. Ça, on est bon. Alors pour la quatrième fois, Canal bonjour à 3. toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence un peu matinale sur l'intelligence artificielle générative. Donc nous allons vous présenter un baromètre exclusif sur l'usage de l'IA générative dans l'industrie du voyage, qui a été réalisé en septembre 2024 auprès des membres du Club Tourisme et Technologie, qu'on appelle également le CTT. Donc le CTT, c'est un think tank
coprésidée par Olivier Roche à ma gauche et moi-même. Donc c'est un groupe de discussion qui s'est réuni chaque mois autour de thématiques liées à l'innovation, donc liées aux technologies, mais également au tourisme durable. Et c'est un club qu'on apprécie beaucoup parce que nous avons des échanges off et très constructifs autour de l'innovation. Et aujourd'hui, nous allons finalement reproduire un mini déjeuner-débat du CTT sans déjeuner et avec un comité restreint. Donc on a le plaisir également d'accueillir ici Nicolas de Dianous, fondateur de NS4, ainsi que Axel. Alors Axel, ton nom de famille, j'ai toujours peur de l'écorcher. Oshiski, directeur de routard.com. Et donc, comme je le disais à l'instant, nous allons échanger tous ensemble avec également Olivier, qui est directeur de FCB, et moi-même, rédactrice en chef de l'écotouristique. Donc, je m'appelle Linda Lenné. Donc, ravie d'être avec vous ce matin. Nous allons balayer les différentes conclusions de ce baromètre et tout au long de ces slides, nous allons également commenter les résultats. Donc, nous pouvons passer sur la slide 2. Merci. Donc, tout d'abord, nous avons posé une question assez simple aux membres du CTT, qui sont pour beaucoup des acteurs de l'e-tourisme et du tourisme, donc des plateformes digitales, des agences en ligne, des voyagistes, des fournisseurs technologiques. Et donc, nous avons tout simplement demandé s'ils avaient déjà testé l'IA générative. Et sans surprise, 62% l'ont beaucoup testé. Ils ont beaucoup testé ChatGPT. Donc, cela montre finalement la rapidité d'adoption de l'IA générative, beaucoup plus rapide finalement dans le secteur que le digital. Il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc, il y a une accélération, le sujet intéresse. D'ailleurs, la preuve, c'est que la salle se remplit à vue d'œil. Donc, merci de votre intérêt. On peut passer à la slide 3. Donc, à une majorité écrasante, c'est pour un usage professionnel et personnel, donc à 94%. Et pour les 6% restants, c'est pour un usage professionnel. Donc, on voit clairement que l'IA générative est un outil de travail, en tout cas considéré comme tel. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, 43% des répondants ont testé d'autres IA que ChatGPT. OpenAI, qui a développé ChatGPT, est dominant. Il a gagné, je pense, la bataille de l'image. Il a été le premier à finalement être accessible au plus grand nombre. Mais bien sûr, de nouveaux acteurs viennent le bousculer sur son marché. On pense à Gemini de Google, à Copilot de Microsoft, au français Claude, etc. Et donc là, j'en profite justement pour faire un petit tour d'horizon avec les CTTistes. Donc, que pensez-vous globalement des performances des concurrents de ChatGPT, les uns les autres, parce que j'imagine que vous les avez testés. Qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Alors, en tout cas, ma conviction, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'IA. Vous m'entendez pas? Si. Si. Il va y avoir de plus en plus d'IA qui vont être spécialisées. Et aujourd'hui, par exemple, Claude, je trouve que Claude fonctionne mieux quand vous voulez avoir un texte, en tout cas la capacité à construire un texte. Claude aujourd'hui apporte plus de rondeur, mais bon, c'est encore des choses qui vont évoluer, et en fonction de vos prompts, vous êtes aussi capable, enfin sur GPT, vous allez être capable de structurer en tout cas la réponse. Donc oui, il y a des différences qui sont encore minimes. Aujourd'hui, nous, on travaille essentiellement, même si on a une plateforme qui intègre l'ensemble des IA, on travaille essentiellement avec OpenAI. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on considère encore qu'OpenAI est la tech qui est la plus performante. Mais rien n'est acquis. Très bien, merci à toi Axel. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec toi Olivier sur la spécialisation des IA. Et par rapport à la concurrence, on peut voir que Copilot par exemple est déjà intégré dans des systèmes qu'on a tous dans nos entreprises. Donc le fait qu'il soit intégré notamment à nos outils de bureautique fait que son usage va se développer sûrement très rapidement et que ça va être une IA très adaptée justement à ces services-là, qui va être prise en main, je pense, par le plus grand nombre de nous tous. Donc effectivement, ça va se spécialiser et on va pouvoir tous utiliser d'autres IA parce qu'en fait, on ne va pas aller les chercher, elles seront directement intégrées dans nos écosystèmes. Donc il n'y a pas une IA, mais plusieurs IA. Nicolas?
Alors, il y a deux usages intéressants et je vais revenir à ChatGPT quand même. Le premier, c'est en dehors de ChatGPT, il y a Midjourney qui a fait un carton sur les images et les vidéos génératives de manière assez bluffante. Il y a encore des pénalités dans les algorithmes des médias sociaux ou des moteurs pour distinguer de plus en plus et flaguer les contenus qui ont été générés par IA. Mais il faut quand même avouer que ça devient difficile, quand les prompts sont très bien faits, de distinguer une image qui a été générée par Midjourney avec ses dernières versions et qui est issue d'un prompt très précis, où on spécifie à l'IA de générer une photo qui aurait été prise par exemple avec tel modèle de réflexe, d'appareil photo réflexe, et qu'on veut le rendu exact, identique de cet appareil photo réflexe dans la photo, avec une construction d'image assez incroyable. C'est vrai que c'est bluffant. Il y a d'autres IA qui sont sortis, qui sont ce qu'on appelle le fake out of home. Il y a notamment Jacquemus dans le luxe et le prêt-à-porter qui a fait ça, c'est-à-dire qu'on voit des sacs à main géants déroulés dans Paris. Voilà, c'est un peu exagéré aujourd'hui, on en voit un peu trop, mais il faut avouer que les premiers ont été assez bluffants et ont été générés par l'IA, c'est-à-dire qu'on filme une scène où il n'y a rien et on ajoute de la réalité augmentée par l'IA avec un sac à main géant qui flotte au milieu du lac Léman, etc. Donc c'est vrai que les IA génératives au niveau des contenus visuels, photos et vidéos, se rapprochent beaucoup de la réalité. Heureusement, pour nous, je dirais, ça commence à être sérieusement encadré par les instances de régulation, hein, notamment les RPP, CNIL et autres gouvernances qui font attention à ce qu'il n'y ait pas de déviance sur les fake news, les deepfakes, etc. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Il y avait notamment l'ART Grand Est que vous connaissez peut-être, qui est très fort, Guillaume, Nicolas François, pardon, qui est excellent sur l'IA, qui est une newsletter que je vous invite à lire, Nicolas François, et qui a fait des tests de réalisme de Midjourney qui sont un peu bluffants. Et puis juste un exemple quand même, pour revenir à ChatGPT, parce que on y revient assez facilement. On citait hier avec Axel l'usage de l'IA pour non pas générer des contenus éditoriaux sur un site web, mais restructurer le back-office de son site web avec des milliers de pages qu'il faut restructurer. Et c'était passionnant. C'était effectivement passionnant. Il y avait hier une table ronde sur Google, le SEO, l'IA, et c'était effectivement très intéressant. Alors, tu fais bien de rappeler qu'effectivement, l'IA, c'est le texte, mais également l'image et la vidéo, avec des conséquences importantes en termes de régulation, puis en termes également de cyberattaque. Mais là, on déborde un peu du sujet. Donc, on va se recentrer sur le fil conducteur du baromètre. Donc, la question suivante, c'était comment décririez-vous l'IA ? Et donc, pour 60% environ des répondants, c'est une innovation de rupture. Et pour 32%, un outil de gain de productivité. Alors, en l'occurrence, on avait demandé une seule réponse pour que ce soit très, très axé. Mais il est évident que pour beaucoup, c'est l'un et l'autre. Avec quand même, pour certains, des réserves. D'ailleurs, il y a une personne qui a dit que c'était un gadget. Et Charles-Édouard Girard, qui est le secrétaire du CTT, est peut-être un peu l'un des plus mesurés sur la question. Il n'est pas là, il s'en excuse. Il a eu un empêchement de dernière minute. Mais récemment, justement, on était sur une même table ronde et il disait il est difficile de démontrer de vrais gains de productivité, sauf peut-être pour les développeurs. Certaines entreprises, justement, testent l'IA. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Testent l'IA avec finalement deux groupes dans un même service, un qui travaille avec l'IA et l'autre sans l'IA. Et donc, ça permet effectivement de faire un test grandeur nature de la performance probable de l'IA générative. Est-ce que au sein du Routard, vous avez ce mode de fonctionnement pour justement voir s'il y a de véritables gains de productivité ? Alors, on n'en est pas à faire effectivement des tests, des A/B tests sur la productivité de l'IA.
Par contre, effectivement, on a déployé l'IA dans plusieurs services, du côté des techs évidemment, du côté du marketing, de l'éditorial pour faire des tests aussi, et effectivement de tout ce qui est back-office et restructuration de données dont tu parlais. Moi, je pense effectivement, j'ai répondu, moi, pour tout vous dire, outil de gain de productivité, mais je pense effectivement que c'est les deux. C'est juste une notion de temporalité. C'est-à-dire qu'à court terme, la façon de l'intégrer chez nous, de ce que j'en vois, c'est relativement simple de faire des gains de productivité et de le mettre sur ces sujets-là. On pourra en reparler dans le détail. Par contre, à moyen terme, je ne peux pas vous dire, mais c'est sûrement une innovation de rupture. On va voir comment c'est pris en main par les gens, les utilisateurs, et utilisé au fur et à mesure, notamment dans les spécialisations dont tu parlais, Olivier, tout à l'heure. Très bien. Votre avis? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Charles-Édouard, qui d'ailleurs continue à se déplacer en carrosse. Mais, non, j'ai des exemples assez précis des gains de productivité. Le premier, c'est sur le service client. Sur le service client, on a développé un outil pour la BNP, pour l'assurance voyage des porteurs de cartes. Et en 3 ans, on est passé de 0 interaction digitale en dehors, donc c'était mail et téléphone. Et le mois dernier, 76% des interactions clients ont été prises en charge par le bot. Donc vous imaginez les gains de productivité. On travaille avec le CEDIV justement sur un outil qui va augmenter les agents de voyage. Et vous avez une capacité à aller chercher l'information. C'est juste du temps. Alors je vais vous citer une phrase qui est la mienne, donc je l'aime bien en plus. Mais l'IA générative est au contenu ce que la calculatrice est au calcul mental. En fait, c'est un outil qui vous permet de gagner du temps. Et aujourd'hui, les grands gains de productivité sont surtout auprès des équipes pour leur permettre d'aller plus vite. Ça ne veut pas dire que l'IA fait tout, au contraire. C'est-à-dire que c'est juste que quand vous... Enfin, c'est simple, hein. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas une visio sans un outil d'IA qui me fait mon compte-rendu. Vous imaginez le temps que vous gagnez. Et vous avez, non seulement, c'est bien plus efficace, vous ne ratez rien. Et puis, effectivement, si vous avez besoin de l'utiliser pour l'envoyer à votre client ou à votre partenaire, là, vous allez relire, vous allez réutiliser, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Nous parlons parfois effectivement de l'humain augmenté, et l'un des exemples les plus fréquents, je pense, c'est au niveau des avis clients. C'est vrai que si on a une masse considérable d'avis clients, si on en a 10 000, c'est peut-être facile de demander à l'IA de faire remonter les principaux irritants, les commentaires les plus négatifs pour répondre, les commentaires positifs pour répondre également. C'est important ensuite pour justement améliorer son e-réputation. Nicolas ? Oui, absolument. Et moi, je vais dans le sens d'Olivier sur le fait que je ne sais pas si ça va permettre aux gens d'aller plus vite. Moi, je pense que ça va permettre aux gens d'aller moins vite et de se concentrer sur les interactions et les échanges à forte valeur ajoutée et de gagner en performance. C'est-à-dire qu'en gagnant du temps, on se ressente sur les clients, les prospects avec qui on fait un business très intéressant et on évite de perdre du temps avec des interactions, des demandes automatiques, des leads qui ont très peu de probabilité de transformer. Alors il y a des exemples sur les réseaux sociaux, il y a des exemples sur les plateformes d'avis, il y a peut-être des exemples sur les forums du routard. Doit-on perdre du temps à modérer à la main des avis, des forums ou à répondre à la main à des interactions à faible valeur ajoutée sur les réseaux sociaux, par exemple? Oui. La réponse est plutôt non. La révolution industrielle étant moderne, c'est-à-dire qu'à l'époque de Charlie Chaplin, on automatisait finalement les métiers de base. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir automatiser ce qui est plus intellectuel, de manière à ce que l'humain se recentre sur les tâches à valeur ajoutée. Ouais, je sais. C'est intellectuel, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est au lieu qu'une équipe gère un flot d'avis ou un flot de commentaires ou un flot de forums, on split le truc en deux et on a 50%, 80% des demandes qui sont à faible valeur ajoutée, qui ne sont pas intéressantes pour le business. Et ça, on va les traiter avec un début d'IA. Et d'ailleurs, les débuts de conversation de chat commencent souvent de manière automatique. Après, on peut escalader. Et l'humain aura toujours le dernier mot sur des sujets complexes. Moi, j'en suis absolument persuadé que ça permet de se recentrer sur des échanges plus complexes et plus profonds. Moi, je pense que l'IA nous déleste d'un travail ingrat. C'est une aide, effectivement. Olivier, tu voulais faire un commentaire ?
Non, un autre exemple sur la productivité, on travaille avec Betway, qui est un site de paris en ligne. On est passé d'une validation, d'un onboarding avec validation de l'identité, donc KYC, 24 heures gestion humaine à 3 minutes full digital. Très bien. Alors, dans le baromètre, on voit aussi que finalement, il y avait la réponse proposée suivante. C'est une innovation qui va supprimer les emplois. Visiblement, ce n'est pas du tout une idée dominante. Pourtant, je sais que ça peut être un frein dans certaines organisations. Mais on en reparlera un peu plus tard. Non, une phrase, il ne faut pas non plus se voiler la face. Bien évidemment qu'il y a des métiers qui vont disparaître, comme les fabricants de carrosses, pour reprendre l'exemple. Et c'est un professeur qui m'avait donné cet exemple. C'est-à-dire que si vous voyez votre métier comme constructeur de carrosses, vous disparaissez. Quand vous voyez votre métier comme développer un outil qui vous permet d'aller d'un endroit A à un endroit B, vous évoluez et vous passez du carrosse à la voiture. C'est exactement ce qui va se passer. Donc il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a aussi beaucoup qui vont se créer. Je crois qu'il y a une étude de France Travail qui est sortie et qui a dit qu'il y a 70% des métiers qui n'existent pas encore dans les 10 prochaines années. Donc, bien évidemment, j'ai connu la révolution d'Internet. Vous voyez, il y a plein de jeunes là, qui n'ont pas connu Minitel, mais nous, on est génération Minitel. On a connu le fait qu'on passe du Minitel à Internet. On revit un peu la même chose avec l'IA, c'est-à-dire qu'il y a de grosses inquiétudes sur mon métier demain, etc. Et j'ai perdu le fil de mon idée, pourquoi je voulais parler d'Internet, mais bon, ça reviendra et je vous en parlerai plus tard. Très bien, merci. Il y a quelques places devant si vous le souhaitez. On est ravis parce que vous êtes nombreux, mais surtout installez-vous, profitez-en. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, l'IA va conduire à la disparition de certains métiers, peut-être des métiers à faible valeur ajoutée, et va en même temps faire apparaître de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, parce que finalement, chacun devra, enfin, dans l'idéal, s'approprier certains usages de l'IA. On va poursuivre. Oui, pardon. Alors, ensuite, dans votre entreprise, une partie des salariés utilise-t-elle quotidiennement l'IA? Alors, on voit qu'une partie des salariés de différents services utilisent l'IA parmi les membres du CTT. Donc, finalement, ça rejoint ce qu'on a déjà dit. L'IA, ce n'est pas un sujet de techos, ce n'est pas un sujet réservé en fait aux développeurs, mais c'est un sujet vraiment transversal qui touche sans doute toutes vos entreprises ou presque et vos différents services. Voilà. Ensuite, votre entreprise a-t-elle organisé une formation en IA générative au cours des derniers mois? Réponse est oui. Oui à 44%. Cela fait partie donc de la montée en compétences de manière indiscutable. Je suis même un peu étonnée par le pourcentage, mais il est bon de rappeler qu'effectivement, le baromètre a été réalisé auprès des membres du Club Tourisme et Technologie qui ont un profil en partie digital. Donc c'est sans doute ce qui explique ce fort pourcentage. On voit également que il y a des projets en la matière pour 20%. Donc la formation semble nécessaire pour maîtriser les prompts et lever des freins, même si la peur du grand remplacement n'apparaît pas de manière évidente. Est-ce que c'est une crainte et comment organisez-vous la formation au sein du Routard? Alors évidemment, c'est une crainte pour certains métiers. Donc il faut notamment, par exemple, tous les métiers de rédaction. À la base, mon rédacteur en chef est plutôt contre l'IA par principe. Après, on évolue beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse dans les principes de formation, c'est en plus de la méthode, c'est à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on va en faire de l'IA? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on attaque un peu ce sujet qui peut être complexe et un peu vertigineux, parce qu'on peut tout faire avec. Et ce qui a été intéressant dans ce qu'on a essayé de mettre en place, nous, c'est vraiment commencer, pas par qu'est-ce que ça peut faire, mais à quel problème ça peut répondre qu'on a. Donc on a fait la liste d'abord des problèmes qu'on a chez nous, des volontés qu'on voulait, qu'on n'arrivait pas à traiter pour des histoires de temps ou de moyens. Et on a essayé de mettre en face, est-ce que l'IA peut y répondre? Donc plutôt que de partir des possibilités, on part de nous.
On regarde à partir de nous ce sur quoi ça peut nous aider. Et je vous donne un exemple très concret. Éditorialement, il y a des choses qu'on ne traite pas parce qu'on estime qu'elles ont peu de valeur touristique, par exemple comme les gares et les aéroports, qui pour la plupart sont des zones de trafic et pas vraiment touristiques, qu'on n'aborde pas d'un point de vue éditorial dans les routards. Et avec l'IA, ça nous permet de générer du texte dessus, de le retravailler derrière et de nous positionner en SEO sur des requêtes qui sont à fort potentiel de revenus, puisque c'est sur les pages gares et aéroports qu'on réserve le plus de voitures, par exemple. Donc c'est des pages qui sont importantes en termes de valeur, pas en termes de contenu d'un point de vue éditorial, qu'on n'aurait pas forcément traité avec la rédaction, avec nos moyens, et que l'IA nous permet justement de générer et de développer. Très bien, c'est concret. Nicolas? Moi, je peux prendre l'exemple du syndicat des traducteurs qui a pris la parole. C'est quand même une parole attendue, puisque le premier métier qu'on imagine disparaître, comme les fabricants de carrosses, c'est peut-être le syndicat des traducteurs. Et j'ai trouvé que leur prise de parole était très intéressante sur le fait qu'ils ne sont pas dans le déni, mais quand même ils résistent. Et leur tribune était assez excellente sur le fait que l'IA n'arrive pas encore, et on ne l'espère pas, moi je ne l'espère pas, à un niveau de celui d'un traducteur qui a une couleur, qui a une patte, qui sait se mettre dans la peau de celui qui a écrit le texte initial, qui connaît le contexte de son pays, de sa langue natale, etc. Et donc, ce qui était intéressant dans cette tribune, c'est qu'ils évoquaient le fait que l'IA les aide, peut aider, mais que quand même, quand on veut un travail de qualité comme celui éditorial du Routard ou d'autres, il y a un moment où il faut quand même avoir des équipes pour repasser dessus et peaufiner les contenus. Donc je suis assez d'accord avec Axel sur le fait qu'il faut partir des pain points, traduire des contenus à la mitraillette, c'est très tentant de le faire avec l'IA. Après, le problème, c'est qu'il peut y avoir un deuxième pain point qui est le déclassement par Google, qui est la déception des lecteurs, qui est la perte d'identité, la perte d'une certaine aspérité. Je suis assez d'accord avec toi, parce qu'effectivement, on le sait, l'IA générative est vraiment performante en matière de traduction, mais parfois il y a des subtilités. Je donne un exemple. Je faisais des recherches sur la location saisonnière et la législation en la matière. Et en fait, l'IA avait traduit un mot en appartement au lieu de logement. Et en fait, c'est très différent, parce qu'un appartement, ça exclut les maisons, alors que la législation englobait absolument tout. Donc, pour des métiers assez pointus, et je pense notamment au droit, je pense que la traduction n'est pas forcément suffisante, la traduction par l'IA générative, même si un grand nombre justement de métiers liés au droit s'appuient de plus en plus sur l'IA générative. C'est toujours les pain points, c'est-à-dire la comptabilité aussi. Hein. Quand on parle des points de souffrance, moi je suis totalement aligné avec cette démarche. Hein. Analysez vos points de souffrance, regardez, là vous passez beaucoup de temps sur des trucs qui gonflent vos équipes. Le sondage, il peut commencer par les équipes. Hein. Qu'est-ce qui vous gonfle au quotidien? Est-ce qu'on peut mettre de l'IA en face? Qu'est-ce qu'on peut garder nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut externaliser aussi? C'est débarrasser des tâches répétitives. Voilà, je sais que pour travailler avec un cabinet comptable, ils intègrent l'IA aujourd'hui pour le traitement des notes de frais, qui est un truc épouvantable qu'on confie à des stagiaires parce que c'est éplucher des tickets de caisse, c'est pas du tout intéressant. Ça, c'est un vrai pain point. Et l'IA, il n'y a aucune valeur ajoutée là-dedans. Donc l'IA fait gagner un temps fou. L'IA, par exemple, est excellente en Excel. Elle se démerde hyper bien, elle fait des macros, des moulinettes dans tous les sens. C'est un vrai bonheur, quoi. Très bien. Olivier? Alors, 3 points. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut partir du point de douleur. Hein. Donc, posez-vous la question de... Alors, point de douleur, ça peut être ma QDS n'est pas bonne, ma qualité de service n'est pas bonne. Ça peut être je passe trop de temps à faire des choses. Donc, voilà, partez vraiment de... Et aujourd'hui, il y a des solutions vraiment qui existent sur le marché. Deuxième point, c'est que tout ce qu'on se dit aujourd'hui là ne sera nécessairement plus vrai demain, parce que les choses vont très très vite. Donc, ce qu'on se dit là sur la traduction, il y a effectivement peut-être des choses qui ne vont pas, mais dans quelques mois, ce sera réglé. Et il faut toujours partir du principe que qu'on soit pour ou contre, à un moment, c'est l'usage et c'est l'adoption. C'est-à-dire que si l'outil apporte suffisamment de valeur, et posez la question à vos enfants sur leurs études, vous allez voir que c'est les early adopteurs de GPT, c'est surtout nos jeunes, hein, c'est qu'ils ont vu tout de suite la valeur. Et donc, voilà, la traduction, si on considère qu'elle n'est pas, mais qu'elle fait le job,
ça basculera dans tous les cas. Et dernier point, c'est j'ai discuté avec la patronne des call centers américains, et il y a un journaliste qui lui a dit mais votre métier est mort. Et elle lui répond pas du tout. L'expertise, on va changer le recrutement de nos profils. On ne va plus aller chercher l'expertise chez les gens, on va aller chercher les soft skills. Et l'expertise, c'est l'IA qui la portera. Par contre, la capacité à être empathique, à créer de l'émotion, à avoir de l'écoute active, ça, c'est des choses qu'on va garder. En tout cas, je défends l'idée que plus le monde se digitalise, plus l'humain est important. Mais mettez-moi de l'humain là où c'est important. Et je ne veux pas d'un humain qui me récite un script. Et à l'inverse, je veux quelqu'un qui m'écoute quand il y a une urgence, etc. Très bien, il y a effectivement une complémentarité homme-machine, notamment dans l'empathie, dans toute l'émotion. Alors on poursuit avec une question qui portait sur les projets d'entreprise. Donc la question c'était quels sont les projets que votre entreprise développe en matière d'IA générative. Donc, en résumé, ce sont des projets qui riment avec bot, contenu, traduction, productivité et indexation. Donc, j'ai résumé en fait les différents projets listés par les CTTistes. Donc, il y a des projets de chatbot conversationnel en B2C pour les voyageurs. Donc, on est dans l'aide à la préparation, l'inspiration. En B2B pour les salariés, idéalement à partir d'une base de données entreprise qui, du coup, aura des informations qualifiées. Donc, on a une meilleure maîtrise du contenu. En B2B pour aider à la réservation de déplacements professionnels. Donc, bot toujours, mais aussi traduction, structuration de la donnée, Axel en a parlé, optimisation des achats, mais également du gaspillage alimentaire, indexation d'images, voire de vidéos, rédaction de contenu, aide à la création, marketing plus thème commercial, fiches produits, destination. Donc, en résumé, les outils de gain de productivité pour les collaborateurs, les interfaces B2C 24 heures sur 24, quand effectivement le commerce est fermé ou quand le call center va tout simplement dormir. Et puis, il y a un vieux rêve aussi qui apparaît dans les réponses, c'est le remplacement des systèmes de recherche par critères, par une connexion avec un modèle de langage naturel. Alors, ça fait des années qu'on en parle, autant Google qu'Amadeus, enfin que de nombreux fournisseurs technologiques. D'ailleurs, récemment est apparu le concept d'AI Overviews par Google. C'est effectivement la réponse par une synthèse de l'IA plutôt que par des liens hypertextes. C'est quelque chose qui est probablement d'avenir, mais je vais vous faire réagir là-dessus. Sachant que quand même, AI Overviews a récemment répondu étrangement à une question sur le nombre de présidents musulmans aux États-Unis, en disant que Barack Obama était considéré par certains comme étant le premier président musulman. Donc, ne fantasme-t-on pas un peu trop avec cette idée du remplacement des systèmes de recherche classiques, type Google, par une connexion avec un modèle de langage naturel? Nicolas. Ce qu'on se dit aujourd'hui, hein, ça ne sera pas la même chose demain. Aujourd'hui et demain, vas-y. Les analystes montrent quand même, c'est-à-dire que est-ce qu'on est dans Terminator 2 ou dans Minority Report ou pas encore? Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, si on se projette vraiment, moi je suis pas un prospectiviste. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, et je crois que ça va durer des décennies, je l'espère, et je pense ou au moins qu'on va empêcher ça. Je maintiens que l'humain doit avoir le dernier mot, que le contrôle doit être extrêmement fort, que l'IA peut être un danger. Je suis tout à fait aligné avec ces hallucinations. Voilà, avec ces hallucinations. Je pense que ça va continuer. Je pense que l'IA d'entre toutes les mains, c'est pas souhaitable. Voilà, c'est un avis personnel. Donc l'encadrement doit continuer, mais les outils vont se perfectionner. Donc le vieux rêve, il va s'améliorer. Mais quelle posture on doit avoir? En plus, hier, sur ta table ronde, justement, on parlait du fait que... Tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que pour revenir sur la table ronde hier, sur la SGE, donc Search Generative Experience de Google, qui s'appelle désormais IA Overview, on a vu quand même que ça occupait une énorme partie de la première page de Google et que c'est très problématique pour les sites, pour les producteurs de contenu, pour ceux qui font le travail
qui alimente l'IA. Tout à fait. Et donc l'alimentation de l'IA n'est que le fruit n'est qu'un grand indexeur extrêmement puissant de contenu généré par l'humain. Et donc ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est d'imaginer que toute la ressource existe déjà et qu'on va pouvoir, comme dans le film Wall-E, se mettre dans des fauteuils et que tout tourne autour de nous. Mais on doit continuer à être des producteurs et on doit continuer à créer. Et la cérémonie d'ouverture des JO, ça n'aurait pas pu être imaginé par une IA. Parce qu'une IA, elle n'aurait jamais osé sortir de cette zone de confort et faire le pas de côté qui a été fait. Je prends juste cet exemple-là. Mais quand on donne des briefs à une IA, elle ne sort pas, elle n'imagine pas faire le pas de côté créatif. Et c'est là que les artistes ont un grand rôle à jouer, je trouve. Oui, parce qu'elle fonctionne plus sur la probabilité que sur la créativité. Exactement. Et donc peut-être qu'il y a d'un côté l'IA productiviste et l'humain créateur, à la fois créateur dans la valeur ajoutée émotionnelle et à la fois créateur dans les scénarios qu'on ne connaît pas encore et dans les contenus qu'on ne connaît pas encore. Très bien. Pour revenir à AI Overview, ce que je voulais rappeler, mais je parle sous contrôle, c'est qu'a priori, ce n'est pas non plus pour demain pour des raisons économiques. Puisque apparemment, ça coûte 100 fois plus cher à Google de faire parler AI Overviews que Google en tant que moteur de recherche classique. Oui. Donc ce frein financier, il va durer encore un peu. Après, il va peut-être disparaître, mais vas-y, Axel. Il est très important, c'est vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que dès son lancement, ChatGPT, ça coûtait 1 milliard par mois de requêtes. Donc c'est des coûts qui sont vraiment astronomiques. Les tests faits par Google dans son moteur de recherche aux États-Unis, à la base, 70% des requêtes avaient une réponse par IA. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Parce que les retours sur investissement pour Google ne sont pas encore là. La modélisation des réponses par IA n'inclut pas de publicité aujourd'hui. Il n'y a pas de moyen pour Google vraiment de se rémunérer avec ça, alors que les coûts sont 100 fois plus importants. Donc aujourd'hui, par exemple, ce qui a été vu dans le voyage touriste, c'est que moins de 5% des recherches contiennent une réponse d'IA. Donc on voit que Google il va aussi petit à petit, pas à pas, et que ce n'est pas quelque chose qui va se généraliser en claquant des doigts, parce qu'il y a tout un écosystème à construire et à monter, notamment des modèles économiques associés avec les usages. Il y a un problème de modèle économique. Alors OpenAI est peut-être justement le game changer, parce que lui, il n'a pas le problème de Google avec les recettes publicitaires, mais voilà, il y a effectivement un gros challenge. Tu voulais réagir, Olivier? Je sais que tu es plutôt pro-IA. Donc, je ne sais pas que je suis pro ou pas, c'est que la révolution est là. De toute façon, qu'on soit pour ou contre, il faut l'embrasser, sinon vous allez la subir. Non, moi je voudrais revenir à la question. Aujourd'hui, dans les acteurs du tourisme, on a essentiellement des bots conversationnels pour B2C et B2B. Mais dites-vous bien que le champ des possibles est très large et qu'on a d'autres acteurs dans l'assurance, qui sont là d'ailleurs, où on va jusqu'à de la gestion de sinistres, de la déclaration, etc. Donc vraiment aujourd'hui, ce que je vois dans le tourisme, c'est vraiment comment je permets au B2C d'avoir accès à de l'information facilement. Et le premier bénéfice, c'est H24, 7 jours sur 7. Et le deuxième, c'est comment je permets à mes équipes de gagner du temps sur des requêtes. Voilà. C'est les deux grandes tendances qu'on voit dans l'univers du tourisme. Ça va bien évidemment évoluer et puis je vous dis, il y a plein de choses déjà qui existent dans d'autres secteurs. Je me permets juste sur la partie moteur de recherche, je ne sais pas si ça va remplacer Google. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup travaillent déjà sur des moteurs de recherche internes. Donc l'IA va peut-être faciliter la recherche interne. Tout ce qui était fait effectivement par des systèmes de filtres avant peut être remplacé par des questions et du langage courant. Et ça amène du coup un autre travail dont on a déjà parlé, qui est la qualification des données que vous avez et des éléments qui constituent par exemple les voyages que vous êtes capable de proposer. Et une fois qu'on arrive à travailler cette mécanique de qualification, c'est-à-dire transformer un voyage d'une destination par exemple en thématique, en disant un voyage au soleil, je dis n'importe quoi, mais au Cap-Vert c'est aussi un voyage en famille avec du repos, de l'aventure et du sport, ça permet aussi de faire des passerelles et de répondre mieux aux utilisations de nos clients, de nos internautes, ainsi de suite. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est déjà en marche, c'est les principes de moteur interne aux différentes marques et aux entreprises.
Moteur interne, et au sein du Routard, il y a aussi la volonté d'indexer, de catégoriser le contenu. Tu peux nous en parler? C'est le prolongement de ce que je vous disais. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à répondre à toutes les facettes des typologies de recherche qu'on peut avoir. Comme je vous dis, ça peut être par destination, ça peut être par thématique, ça peut être par temporalité ou envie. Et en fait, il faut qu'un même contenu soit qualifié sur ces 3-4 différents sujets. L'utilisation de l'IA, ça va nous permettre justement de scanner, enfin ça nous permet de scanner nos contenus et de les qualifier en fonction de typologie et de listes de mots-clés qu'on a définies en amont. Et ainsi, on peut utiliser un contenu et l'organiser de façon différente. Donc on a des pages qu'on appelle des pages hub, qui sont des pages finalement plus thématiques que destination, qui reprennent des contenus qui ont été créés pour les destinations, mais qui les réorganisent de manière différente afin de pouvoir le proposer sur des types de recherches différentes aussi. Très bien, merci Axel. Tu voulais ajouter un Alors, mot? juste un exemple aussi, on a un office de tourisme qui aujourd'hui, on a encapsulé en fait l'ensemble du contenu de la région et aujourd'hui le robot ne va chercher l'information que sur ce contenu validé. Et pour en revenir juste sur un autre point, parce que je rebondis sur ce qui a été dit, c'est aussi une de leurs problématiques, c'était le fait d'avoir du mal à recruter des gens qui parlent allemand. Et ils vont régler une partie du sujet en permettant de mettre à disposition à leurs équipes d'un outil qui va permettre de parler en français, de traduire en allemand, de présenter l'information aux Allemands, etc. Donc vous voyez que, encore une fois, il faut vraiment se dire quel est mon besoin, quelle est la valeur d'usage, et la techno n'est qu'un moyen d'arriver à atteindre l'objectif. Très bien. Alors, parmi les usages, et aussi dans tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, Nicolas, tu es un expert justement en la matière. Donc, quels sont les usages aujourd'hui les plus fréquents pour les Instagrammeurs, pour les créateurs de contenu, pour les influenceurs? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, je ne suis pas créateur de contenu, mais je les connais bien. Créateurs de contenu comme les marques qui travaillent avec eux et les marques présentes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à peu près 100% des annonceurs touristiques, y compris en B2B. L'IA est utilisée en amont, c'est-à-dire souvent en préparation des sujets, en détermination des thématiques principales, en catégorisation, en pré-rédaction. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'IA, une fois qu'on a fait un brainstorming, un comité éditorial, une réflexion commune avec son équipe ou avec soi-même quand on est créateur de contenu, on liste des sujets, des thématiques dont on veut parler, qu'on veut publier sur ces médias sociaux. Et on peut commencer à demander à l'IA, branché notamment à Notion, qui est un outil de planification, qui est un outil protéiforme que vous connaissez tous peut-être. Eh bien, on peut lui demander de commencer à préparer les sujets sur lesquels on va devoir partir en production derrière, avec des arguments, avec éventuellement même un peu de data, un peu de planning stratégique pour le discours. Lui dire, voilà, j'ai envie de parler de ces sujets-là dans les prochains mois, donne-moi un peu de données, qu'est-ce que je pourrais dire, moi j'ai deux, trois idées, vas-y, fais-moi un premier jet. Et ensuite, on repasse dessus et on écrit des posts, etc. L'IA permet évidemment de trouver également des contenus, et donc de chercher parfois mieux que nous-mêmes dans les banques d'images des contenus, et permet aussi d'en générer. Alors moi, je mets un gros warning sur la génération de contenu visuel pour les réseaux sociaux, parce que c'est pas quelque chose qui est très apprécié des algorithmes. Ça manque d'authenticité. C'est le manque d'authenticité, puis surtout c'est le flag. Il y a vraiment aujourd'hui les systèmes détectent les contenus générés par l'IA, donc il faut vraiment qu'il y ait une raison à ça. Si on veut faire croire que c'est un panorama de telle ou telle destination, alors que c'est une création, là il peut y avoir un flag. Si on veut parler de cette conférence en disant voilà l'IA et voilà notre scène avec un énorme truc derrière ajouté par l'IA en réalité augmentée, là le flag sera différent. Donc il faut vraiment faire attention au contenu généré par l'IA. Et je crois que pas mal de créateurs de contenu utilisent l'IA également sur la post-production. Par exemple, sous-titrer, quand on est face caméra, qu'on parle, sous-titré par l'IA, écrire à la main ce qu'on a dit à la vidéo, c'est juste épouvantable. Et donc là, l'IA permet d'écouter les paroles, de sous-titrer automatiquement, d'accentuer certains mots avec des couleurs. On gagne un temps précieux et évidemment permet de la retouche aussi. Vous avez vu les outils Firefly de la suite Adobe, par exemple, c'est juste c'est bluffant, c'est fou. J'ai un décor, il y a un château, le décor est génial, je veux juste enlever le château.
il y a une retouche par l'IA, et là, je pense que le flag est tout à fait beaucoup plus léger. Donc, c'est très, très, très intéressant. Simplement, il faut commencer à... Ça devient un métier assez technique. Et c'est comme le consultant SEO ou voilà, tous les métiers techniques, développeurs d'applications mobiles. On a aujourd'hui des métiers spécialistes de IA créatistes ou IA prompt engineering, par exemple, qui sont des spécialistes de la génération de prompts pour les IA en génération et en retouche. Très bien. On va juste conclure avec quelques citations que je vous laisse le soin de parcourir, mais ça résume assez bien le propos d'aujourd'hui. Hein. L'IA sera partout, de manière finalement plutôt invisible. Hein. On n'est pas à l'époque de Wall-E ou qui se matérialise par un robot, mais l'IA sera effectivement partout dans notre quotidien. Un assistant assez fiable, hein, qui peut nous faire gagner beaucoup de temps, c'est vertigineux. Il y a 3 formes d'intelligence artificielle applicables au tourisme, générative, prédictive, classificatrice. Voilà. Inquiétante mais inévitable révolution. Donc effectivement, innovation de rupture, pleine de potentiel, avec des points de vigilance, on l'a rappelé, avec une réglementation aussi qui va permettre effectivement de cadrer un peu les dérives potentielles et les opportunistes, hein, parce qu'on sait que, par exemple, que les hackers ont toujours un coup d'avance sur la réglementation. Voilà ce qu'on peut dire, et j'ai envie tout simplement de proposer à quelqu'un de prendre la parole pour poser une question ou bien pour partager un retour d'expérience. Donc, qui veut se lancer? Merci Axel. Non, c'est juste que j'avais écouté une conférence du CTO de Lufthansa qui avait fait de l'A/B testing justement sur le département marketing sur le newsletter. Et ça donnait un peu pour le contre-exemple sur la productivité. Et il s'était rendu compte qu'en termes de statistiques, alors le taux d'ouverture était assez similaire. Par contre, le taux de clic était bien meilleur sur la version générée par l'IA. Donc le prompt avait été fait d'une telle manière que du coup le résultat en fait était beaucoup plus efficient avec la version IA. Alors ça ne va pas remplacer, mais je pense qu'en effet ça va permettre de mieux travailler sur la stratégie et après en fait avoir des meilleurs résultats parce que l'IA peut mieux calculer ça. Et après il y avait juste un tout petit point sur le SGI. Il y avait Copilot qui avait lancé ça en premier, avant Google. Et d'ailleurs, Google avait admis que Copilot était beaucoup plus fiable, que Copilot était beaucoup plus fiable que ce que Google proposait aujourd'hui. Je pense que c'est une révolution. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas passer au travers. Ça va forcément arriver. Et surtout, alors, le modèle économique en effet va devoir être repensé, puisque AdWords génère beaucoup d'argent aujourd'hui pour Google sur le SGI. Pour le positionner, ça va être très compliqué. Et ça pose vraiment la question sur le SEO et comment retravailler le SEO des sites internet. Alors aujourd'hui, Google ne flague pas les contenus créés par l'IA. Google dit simplement, à partir du moment où le contenu reste pertinent et que le lecteur n'est pas floué, du coup, on va continuer à le bien classer. Il ne faut juste pas générer du contenu à l'appel en posant des mots-clés dessus, ce qui n'aurait pas de sens. Voilà, c'était juste quelques mots là-dessus. Merci. Effectivement, le SEO va être en pleine révolution lui aussi. Écoutez, merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Merci, chers CTTistes. Merci également à vous pour votre attention et vos remarques. On vous souhaite un bon salon, une bonne journée. Merci. Merci beaucoup.